Alors, la firme contemporaine est caractérisée par des activités fluctuantes qui rendent évidemment beaucoup plus difficile l'identification de sa frontière avec son environnement. Je le répète, généralisation d'externalisation d'activité. Ça a commencé par quoi l'externalisation d'activité dans les entreprises? D'abord par tout ce qui était considéré comme non indispensable, mais que l'entreprise doit assurer, par exemple comme la sécurité ou le nettoyage. Mais ça ne fait pas partie, évidemment, de ses compétences et de ses missions essentielles. Pourtant, certaines entreprises, effectivement, il faut les garder, il faut les surveiller, parce qu'autrement, elles vont se faire piller, quoi. Donc, on a commencé par ça. Après, on a mis des fonctions un peu plus périphériques, tertiaires généralement, mais qui se rapprochent, évidemment, du cœur de métier, par exemple, les activités comptables. Donc, qui ne sont pas essentielles. La comptabilité, pour l'entreprise, n'est qu'un moyen. C'est pas une finalité. Eh oui, je suis désolé. La comptabilité n'est pas une finalité dans l'entreprise. C'est un moyen très important, certes. Et donc très connecté, forcément, à la réalité même de l'activité économique. Bon, ça, on a commencé à sortir. On a sorti aussi des choses comme le recrutement. Ouais, donc, avec effectivement l'agence d'intérim qui va faire du recrutement pas cher pour l'entreprise. Bon, le recrutement, j'aime pas trop la formulation que j'ai utilisée moi-même. On ne sous-traite pas le recrutement. C'est toujours le chef d'entreprise ou le DRH qui décide qui va prendre ou pas. Je vous rassure. C'est pas l'agence d'intérim qui va dire voilà, vous allez me prendre celui-là, c'est très très bien. La décision, elle est toujours en interne. Par contre, tout ce qui est en amont, tout ce qui est pénible à faire, long, coûteux, etc., la recherche de candidatures, recevoir les candidats, trier les candidats, etc., ça, on va le confier à des professionnels qui vont isoler une population de gens satisfaisants au regard de nos critères, mais c'est le DRH ou le dirigeant qui va choisir, évidemment, quel est le salarié qu'il va embaucher. Avant, tout était en interne. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, soit par des cabinets de recrutement, et encore mieux, comme tu disais, par des agences d'intérim. Mieux parce que moins coûteux. Donc, les activités, elles ont été externalisées comme ça. Après, on a externalisé des activités de production. Il ne vous aura pas échappé que nos industriels de l'automobile ne sont plus des fabricants, mais des assembleurs. Concepteurs, assembleurs d'automobiles. Ils ne fabriquent plus rien. À quelques exceptions près. Donc, on a sorti des activités du cœur de métier. Et puis, aujourd'hui, on externalise des choses encore plus stratégiques. On externalise la recherche et le développement. On confie notre recherche et développement à des partenaires extérieurs. Vous voyez, c'est stratégique parce qu'il y a le risque de pillage, il y a le risque quant à la propriété intellectuelle, etc. Pour moi, ça c'est le pire. On externalise la totalité des questions liées au système d'information. Ça s'appelle l'infogérance. C'est-à-dire que, alors l'infogérance, ça peut commencer, je passe par un partenaire qui va m'acheter mes ordinateurs, je dis voilà, j'ai tel besoin, il va me refaire mon parc d'ordinateurs, il va me connecter tout en réseau. Ça, c'est le niveau minimal. Mais après, vous avez les solutions logicielles, vous avez la maintenance des systèmes, et vous pouvez tout confier à un partenaire extérieur. Pourquoi je trouve que c'est un petit peu abusé dans l'externalisation? Parce que on confie son système nerveux à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Et si ce quelqu'un d'autre disparaît? Et si ce quelqu'un d'autre est racheté par notre plus féroce concurrent? Voilà. Mais on en arrive donc, tout ça pour vous montrer que l'externalisation, elle a vraiment progressé. On est parti d'activités, finalement, on devait les faire, mais on n'avait pas de compétences, à des choses extrêmement stratégiques. À terme, de quoi est-il question? Il est question du développement de ce qu'on appelle les entreprises, les hypofirmes. Qu'est-ce qu'une hypofirme? Ce n'est pas une firme cheval, je vous rassure. Une hypofirme, c'est une firme cerveau. C'est-à-dire que la firme, ça va être des gens qui pensent,
un comité stratégique, et qui ont des capacités pour sélectionner, organiser, motiver tous les partenaires extérieurs nécessaires à la réalisation de quelque chose en commun. Donc ce seront des concepteurs, coordinateurs, animateurs. Et on peut très bien imaginer, donc c'est un peu dans le domaine de la fiction des entreprises, on peut très bien imaginer quelque part dans une tour, dans une ville, une grande ville planétaire, une dizaine de personnes qui vont piloter des activités qui représentent des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an et qui impliquent 60 ou 100 000 salariés dans le monde. Sans avoir aucun investissement, sans avoir aucun de ces salariés. Hein? Donc conception, pilotage, animation de réseau. Donc c'est à ça que mène la généralisation de l'externalisation d'activités. C'est aussi, dans le même sens que l'externalisation, les alliances et les partenariats stratégiques, alors qui peuvent être ponctuels et réversibles, mais qui, quand ils sont à l'œuvre, évidemment, remettent en question la frontière du système. Par exemple, quand EDF et Peugeot font des recherches précisément sur les batteries, il y a quelques années sur les batteries pour les voitures électriques, où s'arrête la frontière de Peugeot? Où s'arrête le système Peugeot? Au milieu de la structure commune mise en place avec EDF pour les recherches? Ou on doit considérer que ça, c'est dans l'entre-deux? C'est ni EDF, ni Citroën, ni Peugeot. Hein, donc voilà concrètement les problèmes qui se posent par rapport à ces alliances et partenariats stratégiques. Petite précision, je vous rappelle ou je vous apprends, je ne sais pas, qu'un partenariat stratégique se réalise avec des fournisseurs ou des clients. Donc un partenariat stratégique est amont ou aval, alors qu'une alliance stratégique concerne des accords entre concurrents. Donc il est horizontal. Le partenariat est vertical, l'alliance est horizontale. Pour, si vous voulez, désigner correctement les réalités qu'il y a derrière ces termes, c'est cela. Donc, mise en place de structures communes qui appartiennent, c'est un no man's land, comme on dirait dans la référence carte et géographie et frontières. Donc c'est la constitution d'entreprises réseau, donc des firmes qui sont indissociables les unes des autres dans la constitution d'une offre. Alors indissociables, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer. On peut remplacer un maillon de la chaîne, une entreprise par une autre, mais en tous les cas, le vrai système, c'est plus l'entreprise, c'est l'ensemble d'entreprises. Constitution de groupes d'entreprises, autre modalité, et vous savez que les groupes, on avait étudié ça quand on avait vu les différentes déclinaisons des entreprises, on avait vu que les groupes étaient en très forte progression, notamment ce qu'on appelle les micro-groupes, les groupes comptant moins de 500 salariés. Il y a une explosion de ça en France particulièrement, mais aussi dans le reste du monde développé. Donc les groupes, j'ai bien peur que ce soit le groupe qui soit le réseau, qui soit le système. Et que le sous-système, c'est chaque entreprise qui constitue le groupe. Donc, constitution de groupe d'entreprise reliée par des participations financières.